Alors bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire donc sur les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie donc liées aux actes invasifs. L'idée c'était de reprendre du coup un critère impératif de la certification et de vous donner du coup quelques pistes d'évaluation. Donc c'est un webinaire qu'on a réalisé avec nos collègues du CEPIAS, de l'OMEDIT et du CRATB. Donc ce sera un webinaire à plusieurs voix. Juste avant de commencer, donc petite modalité technique, si vous pouvez couper vos micros. Si vous souhaitez prendre la parole, il y a la petite main levée qui est tout en haut. Sinon, il y a le petit chat sur le côté. Ou alors, vous réactivez les micros et vous n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, le webinaire est enregistré, ce qui vous permettra du coup de le revisionner en replay si jamais il y a des petits soucis techniques. Et on vous mettra du coup à disposition le PowerPoint, je pense, sur notre site internet, celui de l'OMEDIT et du CEPIAS, sans souci. Donc, au niveau du déroulement du webinaire, très rapidement, un petit topo sur la certif V 2023, les dernières infos, les grandes généralités, et ensuite on fera un focus sur les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie, donc ce qui va être évalué par les experts visiteurs. Ensuite, on fera un petit focus sur la prévention des infections qui sera réalisée du coup par le CEPIAS, et ensuite plutôt une partie sur l'antibiotique qui sera réalisée du coup par l'OMEDIT. Avec en soutien, du coup, on a réalisé aussi ce webinaire avec le CRATB. De toute façon, on va tous décrire un petit peu très brièvement nos missions pour que vous puissiez déjà repérer un petit peu sur quel champ sur quel champ on évalue et sur quel champ on travaille, pardon. Et voilà. Et comme ça, si vous avez des questions, vous savez à quelle structure vous pouvez vous adresser. Alors, ce qui est du réseau santé qualité risque, donc on est une structure régionale d'appui. Nos missions, c'est bien au service des professionnels, des établissements et services sanitaires médico-sociaux de la région Hauts-de-France. Donc, on s'engage à contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé, donc au travers de groupes de travail, comme aujourd'hui de webinaires, etc. Donc, on a des principes forts, c'est vraiment d'apporter aux professionnels, services et établissements sanitaires et médico-sociaux un appui opérationnel, de développer des expériences innovantes et des projets pilotes, de mutualiser et favoriser les expériences et expertises régionales. Donc là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, On va un voir. webinaire Ça sur va être passionnant. les bonnes pratiques Renouvellement d'autorisation de projet d'antibioprophylaxie. médical. Alors, Oh, juste ça va être si vous mignon. pouvez couper vos micros. Les micros, s'il vous plaît. Il met les précautions, point barre. Ça, c'est parce que c'est. Tu peux pas les couper autoritairement, Laurine? Ici, je vais essayer de Ouais. les couper. Ouais. Merci. Ensuite, de renforcer et partager la culture d'évaluation et de sécurité en santé. Et ensuite, d'intégrer l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, on a vraiment une volonté, la volonté du réseau, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins de ses membres. Donc, nous, on est plutôt sur l'aspect qualité, gestion des risques et accompagnement des établissements de santé dans la certification. Ça passe, vous m'entendez? Oui. A priori, oui. Oui, non? Oui, oui. Oui, oui, c'est bon, Cynthia. Je ne sais pas si tu nous entends. Si, j'ai eu un petit souci de retour dans le casque. Donc pour l'OMEDIT, Cynthia Choquet, bonjour, pharmacien sur le site de Lille. Donc l'OMEDIT, c'est l'Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques. Donc on est également une structure régionale d'appui qui est placée auprès de l'Agence régionale de santé. Et nos grandes missions sont l'appui à l'élaboration des CAQES et à l'analyse des rapports annuels d'évaluation, donc le LEX, contrat de bon usage. L'expertise médico-économique, suivi, analyse des prescriptions, dispensation, utilisation des médicaments. La participation aux travaux du réseau régional des vigilances et d'appui. Donc, on est une structure REVA, tout comme tous les intervenants aujourd'hui. Et on a également un rôle d'accompagnement des établissements en difficulté autour de la PECM. Donc, on a pu déjà intervenir dans le cadre de la certification. On a développé également des outils, que ça soit en fait régionalement ou en réseau avec justement le réseau national des EMEDIT qui s'appelle le réseau MEDIT.
des outils également d'e-learning, DM, voilà. Donc le MEDIT participe au dispositif de surveillance et à l'évaluation des pratiques et des organisations, des circuits et du bon usage des produits de santé, et on mène ces actions en complémentarité avec les autres structures régionales telles que le CEPIAS, la SRR-SQR, le CRATB, les centres de pharmacovigilance, d'hémovigilance, de matériovigilance. Et également, on travaille avec les associations de représentants d'usagers et les URPS. Merci. Bonjour tout le monde. Alors donc moi Gwenna Locher, je suis médecin au CEPIAS, donc je vais présenter brièvement effectivement notre structure. On a 3 grandes missions. C'est une structure régionale, il y en a une par région, hein, c'est un peu le même système que les autres structures d'appui. 3 missions qui sont l'appui, l'expertise, l'animation, donc animation et formation, animation de territoire et formation, sensibilisation, information, et puis l'alerte, c'est-à-dire la participation à la surveillance des infections, vraiment en lien étroit avec l'agence régionale de santé dans tous les secteurs de soins, sanitaires, médico-social et soins de ville, avec une répartition des dossiers sur l'équipe pour qu'on ait un peu nos secteurs de prédilection, on va dire, et d'expertise, avec l'appui des missions nationales, puisqu'il y a certains CEPIAS qui ont des missions nationales, dont une sur le risque infectieux lié aux actes invasifs, donc à la chirurgie, donc c'est le CEPIAS Île-de-France, et au sein d'un réseau aussi des CEPIAS. On s'est vraiment coordonnés tous ensemble, en particulier depuis fin 2019. On essaie vraiment de travailler en collaboration entre CEPIAS pour s'appuyer les uns les autres sur ce domaine de prévention des infections et de l'antibiorésistance. On fait partie, comme l'a dit Cynthia juste avant, nous aussi au REVA, hein, donc le réseau de l'ensemble des vigilances, et on participe également à ces réunions de sécurité sanitaire régionale, les RRSS, qui ont lieu toutes les 3 semaines à peu près. Et puis on a entamé des collaborations régulières déjà depuis plusieurs années avec l'OMEDIT en particulier, RSQR, et le CRATB, Centre de référence en antibiothérapie, qui est à la croisée des chemins, parce qu'il s'appelait avant le CRAIF. Je ne sais pas si Karine est là pour le présenter, c'est la diapo d'après, sur des collaborations assez évidentes, hein, puisqu'on est sur le versant infectiologie d'un côté et hygiéniste de l'autre. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si Karine est là. Oui, bonjour à tous. Salut, Je Karine. suis Salut, bien Karine. là. Et du coup, je peux faire la suite parce que le Centre régional en antibiothérapie, c'est le pendant de l'infectiologie de ce qu'est le CEPIAS, en fait, hein, version prévention des infections. Donc, effectivement, dans notre région, ça s'appelait le CRAIF. Ça va changer de nom parce que toutes les régions vont avoir un centre régional d'antibiothérapie. Donc, ce centre, c'est comme le CEPIAS, c'est-à-dire que c'est un centre régional. Il y a un centre par région. L'objectif, c'est le bon usage des antibiotiques, la lutte contre l'antibiorésistance et la prévention des infections. Donc, c'est un centre qui a pour mission l'expertise, le conseil, l'appui, la promotion des outils qui participent à la surveillance de l'antibiorésistance et de la consommation des antibiotiques. Et donc, c'est promotion des politiques et des outils dans le cadre du bon usage des antibiotiques et de la prévention des infections. Alors, on accompagne nos tutelles, bien sûr, dans les projets. On fait aussi partie du REVA. Les CRATB sont aussi organisés en réseau national des CRATB comme les CEPIAS. Et on est aussi là pour arriver en appui, en accompagnement des projets, des professionnels de santé sur le bon usage des antibiotiques, la prévention de l'antibiorésistance, la prévention des infections. Et là, encore une fois aussi, dans les 3 secteurs d'activité, les établissements de santé, le secteur médico-social et la médecine ambulatoire de ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Du coup, c'était vraiment pour vous faire un petit point du coup sur les différentes structures qui ont du coup réalisé ce PowerPoint. On réalise du coup ce webinaire à plusieurs voix pour vous donner vraiment toutes les infos sur du coup les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Alors pourquoi on a choisi ce sujet? En fait, c'est en référence à la certification où c'est un critère impératif du coup qui revient dans le manuel de certification. Pour vous rappeler brièvement du coup le référentiel de certification, donc très rapidement, c'est plusieurs chapitres déclinant plusieurs objectifs, déclinant plusieurs critères. Donc on vous a remis un petit peu le manuel juste ici. Donc on a 15 objectifs, 3 chapitres, le patient, les équipes de soins, l'établissement de santé,
15 objectifs, 17 critères impératifs. On vous a remis donc pour les objectifs au niveau du patient. Est-ce que le patient est informé, son implication est recherchée? Est-ce que le patient est respecté? Est-ce que les proches ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient? Est-ce que les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge? Les équipes de soins, et c'est là où en fait on a aussi 4 objectifs. Et donc ce critère 2.3-12, les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Donc les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques. On est bien sur ce critère impératif. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint qui défile? C'est bon pour moi en tout cas. Oui, ok. Impeccable. Oui, bon. Oui, c'est bon. Après, ça fonctionne pas. Merci. Et ensuite, on a le chapitre 3, du coup, plus sur l'établissement de santé, où là, on va retrouver du coup plus la gouvernance, le travail en équipe, le leadership, la qualité de vie au travail, l'amélioration continue, etc., où tout sera du coup dans le chapitre 3. On vous fait un petit rappel du coup sur les critères. Il y a 3 niveaux de critères: standard, impératif et avancé. Standard, c'est les attendus de la certification. Impératif, c'est ce qu'on ne veut plus voir dans les établissements. Si une évaluation à l'un de ces critères est négative, la HAS, lors de la visite des experts visiteurs, se réserve le droit de ne pas accorder la certification. Et ensuite, on a des critères avancés. C'est des exigences qui sont souhaitées, mais non exigibles à ce jour. Alors, je vois qu'il y en a qui ne voient pas le PowerPoint défiler. Juste si vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. Peut-être que c'est un petit bug informatique. Donc, au niveau des 17 critères impératifs, donc je vous ai remis un petit peu la liste ici. On retrouve bien les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. On a aussi les bonnes pratiques maîtrisent le risque infectieux les équipes maîtrisent le risque infectieux en impliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires. Et donc, le critère impératif, ce qu'on peut plus voir au sein d'un établissement. Donc, pour un critère impératif, en fait, si l'évaluation n'atteint pas le niveau d'exigence attendu, alors il y a une fiche anomalie qui est rédigée. Dans cette fiche anomalie, on retrouve quel est l'impact sur le patient. Est-ce que ce sont des pratiques habituelles? Est-ce que l'établissement a connaissance de cette situation? Est-ce que l'établissement l'a intégré dans sa gestion des risques? Est-ce que éventuellement l'établissement a projeté ou a mis en œuvre des mesures conservatoires éventuelles? Donc ça, c'est un argumentaire qui est partagé avec l'établissement et qui a pour vocation, du coup, à éclairer la prise de décision de la commission de certification. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner un petit peu, donc vous allez voir, l'OMEDIT, le CRAIF, le CEPIAS vont vous donner un petit peu des infos sur comment vous évaluer sur ce critère impératif. Et on a également le docteur Journeau du centre hospitalier de Seclin-Carvin qui vous fera un petit retour d'expérience sur le terrain. Voilà, comment est réalisé du coup, comment est évalué ce critère au sein du centre hospitalier de Seclin-Carvin. Donc, on a différentes fiches pédagogiques qui vont pouvoir vous aider. On a l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins, ou on a aussi l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse. Vous allez pouvoir du coup retrouver plusieurs informations. Donc, voilà comment se rédige une fiche pédagogique où en fait on retrouve du coup les enjeux, les données, les chiffres clés. Et en quoi la certification répond aux enjeux du thème. Et on a aussi du coup un petit œil, qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller évaluer sur ces grandes thématiques. Alors je laisse la main du coup au docteur De Cohen, à Christophe, sur les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Bonjour. Alors comme toujours, donc moi je suis à la fois encore un petit peu coordonnateur de la SRA en attendant que quelqu'un reprenne le flambeau. Je suis également expert visiteur côté HAS, mais avant de parler de ce critère et pour resituer un petit peu, la certification est simplement une photo à un instant T de comment fonctionne votre établissement en termes de sécurité qualité des soins.
Donc, ce qui est demandé, et c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux soignants, ce qui est demandé dans le manuel, c'est le b.a.-ba, la base de ce qu'on doit faire en 2023 pour obtenir un minimum de sécurité qualité des soins. Donc, tous les hôpitaux qui sont contents de mettre la petite étiquette certifiée haute qualité, en fait, on est que sur un niveau relativement moyen, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et ce qui est toujours important, c'est de remettre du sens dans tous ces critères. Et on va d'abord commencer pour l'antibioprophylaxie par mettre du sens. Pourquoi ? Entre guillemets, il est nécessaire qu'un établissement de santé qui a des interventions, donc de l'interventionnel, mais que ce soit de la chirurgie, que ce soit de la radiologie, que ce soit de la cardiologie interventionnelle, pourquoi cet établissement doit avoir une politique, un process bien élaboré au niveau de son antibioprophylaxie. Ça paraît évident, c'est d'abord pour diminuer le taux d'infection liées aux soins et notamment d'infections acquises pendant la procédure. Ça, c'est une évidence. C'est pour ça qu'on met l'antibioprophylaxie ou qu'on n'en met pas d'ailleurs, parce qu'il y a des situations où il n'est pas nécessaire de faire de l'antibioprophylaxie. Ça, c'est vrai. C'est vrai si l'équipe suit toutes les recommandations qu'on fait. Donc, ça veut dire, et on rejoint le critère l'équipe maîtrise ses risques. Il faut qu'on fasse dotation d'IM. Donc, il y a combien de... Tu pourrais en fait, il faudrait Vous pouvez m'envoyer par couper mail. votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, il faut un travail en équipe. Donc, ça veut dire qu'on ne pond pas comme ça un guide d'antibioprophylaxie sans l'avoir travaillé en équipe et avoir l'adhésion de l'équipe. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce qui est sous-tendu par ce critère HS et qui va être regardé par les experts visiteurs. Diapositive suivante. Donc, pour y arriver, de quoi a-t-on besoin ? L'antibioprophylaxie doit faire l'objet de protocoles. Donc, il est nécessaire de rédiger des protocoles, d'avoir réfléchi au sein de son établissement aux interventions les plus fréquentes, voire particulières. Certains établissements peuvent avoir des interventions très particulières et donc avoir une antibioprophylaxie qui ne rentre pas forcément dans les protocoles et les recommandations actuelles qui sont un petit peu généralistes. Je pense à celle de la Société française d'anesthésie et réanimation. Donc, il y a une réflexion. Il y a une réflexion aussi à faire si on dérive du protocole parce qu'on a une écologie particulière, on a des patients particuliers. Donc, ça doit être dans le livret d'antibioprophylaxie. Je répète, les experts visiteurs ne vont pas venir voir exactement la molécule utilisée, mais ils vont demander la justification. Ils ne sont pas là dans le choix thérapeutique, mais ils vont demander si ce choix a été réfléchi. Donc, elle doit être adaptée au type de chirurgie, aux actes interventionnels, et puis elles doivent respecter ces recommandations de bonne pratique, et notamment les plus récentes, qui ne sont pas plus si récentes que ça, mais qui disent d'adaptation au poids du patient, la durée et le timing exact de la réalisation de cette antibioprophylaxie. Et alors, il est vrai que pour les experts visiteurs, la méthode idéale, c'est ce qu'on appelle le traceur ciblé antibiotique, qui va permettre de voir à la fois l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie. Mais vous savez que dans cette nouvelle certification, on parle beaucoup d'observation et que tout ce qu'on peut récolter au cours des autres méthodes, au cours des autres investigations, viennent abonder plus ou moins les critères, notamment les critères impératifs. Et quand on fait, par exemple, un patient traceur, notamment s'il est passé au bloc opératoire, on va sortir le dossier d'anesthésie de ce patient, on va regarder si effectivement l'antibioprophylaxie a bien été prescrite lors de la consultation, si celle-ci a bien été réalisée en temps et en heure à la dose prévue et à la molécule prévue dans le cahier d'anesthésie. Donc, voilà, tout c'est pareil pour les parcours traceurs où on sort plusieurs dossiers pour suivre, par exemple,
fracture de hanche chez la personne âgée, où on va passer à l'urgence, elle va passer au bloc, et donc au bloc, il y a un dossier d'anesthésie, il y a une intervention, donc il y a une antibioprophylaxie, et voilà, les experts visiteurs vont regarder si l'antibioprophylaxie a été faite comme il fallait, et puis elle va poser des questions aussi aux acteurs, et elle va demander aux acteurs, avez-vous un livret d'antibioprophylaxie? Et là, si ça fait « je ne sais pas », ça fait mauvais genre. Donc, il y a un travail d'équipe à faire, une formation, une communication. Donc, c'est relativement important. Diapositive suivante. Donc, on continue. Elle est systématiquement donc réalisée dès la consultation pré-anesthésique ou préopératoire. Elle est tracée dans le dossier du patient. Elle est vérifiée lors de la checklist. Alors, elle est vérifiée lors de la checklist. C'est essentiellement lors du temps 2 de la checklist, où là, avant d'inciser, le chirurgien est censé demander à l'équipe l'antibioprophylaxie a-t-elle été réalisée. Alors tout ça, ça a du sens. Pourquoi il faut prescrire l'antibioprophylaxie à la consultation d'anesthésie? Parce que c'est le meilleur moment où on a le temps pour réfléchir. Quand on est au bloc opératoire, il y a la pression du programme opératoire, du déroulement, qui fait que si on est obligé de commencer à dire « Ah mais oui, mais au fait, quand on doit faire l'antibioprophylaxie, je ne peux pas l'anticiper, par exemple, pour être dans les temps. » Voilà, donc elle doit être prévue en consultation, et c'est un critère qui a du sens. C'est souvent difficile à faire expliquer aux acteurs, mais c'est un critère qui a du sens. Donc, tous les secteurs disposent de protocoles d'antibioprophylaxie, et je répète, adaptés en fonction de l'établissement, de son écologie, du type de patient, du type d'intervention et des recommandations. Donc, il y a un vrai travail de synthèse à faire. Et puis ensuite, le dernier point, c'est qu'il est nécessaire que les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie soient appliquées. Donc, voilà un petit peu un déroulé pour donner un petit peu une façon de faire. Bon, vous déterminez un livret spécifique en équipe, avec des référents infectiologues si nécessaire, et c'est recommandé. Vous formez les professionnels, vous rappelez les bonnes pratiques. Ensuite, une fois que vous avez mis en place, vous ne laissez pas tomber et vous partez dans une EPP où vous faites un audit de vos dossiers, vous regardez un petit peu si les timings sont respectés, la molécule est respectée, la quantité est respectée, si les gens connaissent le livret d'antibioprophylaxie, petite enquête à faire, vous regardez où vous en êtes et puis vous réajustez. Et là, une très bonne façon de faire, c'est que les acteurs principaux, ceux qui vont faire l'antibioprophylaxie, ce sont eux qui font les audits de dossier, parce que comme ça, ils se rendent compte, parce que souvent, ils vont vous dire « mais c'est toujours bien fait ». C'est évident. Sauf que quand vous les faites regarder les dossiers, que quand ils analysent les dossiers, ils disent « ah tiens, là, oui, en plus, c'était moi, ça n'a pas été fait en temps et en heure ». C'est des choses qui, voilà, font de l'enseignement, font de la formation. Diapositive suivante. Voilà, donc bien, et ça, c'est vraiment des moments qu'on regarde. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, et moi le premier en tant qu'anesthésiste, oui, mais vraiment être dans les 30 à 60 minutes avant l'incision, c'est vraiment des fois des challenges, notamment quand on a des interventions qui tournent très, très vite au bloc opératoire. Donc, il y a vraiment un processus à mettre en place, et effectivement, on peut le louper de 5-10 minutes, ce n'est pas un drame, mais dans sa globalité, on doit y avoir travaillé surtout. Et puis, c'est important que l'équipe évalue ses pratiques. Donc, c'est ce que je vous ai dit dans le PP, dans la lecture des dossiers. Voilà. Et les dysfonctionnements, et c'est le temps 2 de la checklist, si un chirurgien pose la question « l'antibioprophylaxie a-t-elle été faite ?» et qu'on répond non, il faut que ce soit noté, ça fait partie des no-go de la checklist. On est là toujours à nous, experts visiteurs, quand on va voir aussi pour la checklist, vous voyez qu'avec la checklist, on retombe sur l'antibioprophylaxie également, et qu'on dit « ah, alors, est-ce que vous avez des no-go ?» Alors, des fois, les gens ne savent pas ce que c'est, on peut comprendre, c'est un terme anglais. Est-ce que vous avez des noms lorsque vous faites votre checklist, et qu'est-ce que vous en faites? C'est là aussi le travail d'équipe, c'est dire, voilà, ah tiens, ce mois-ci, il y a 3 fois où on a dû faire un stop parce que c'était pas bon sur tel item.
Ben, on le prend, on le travaille et on regarde pourquoi. C'est ça le mouvement de fond, de vague qui est porté par cette certification. Diapositive suivante. Voilà, je vais laisser Cécile vous faire un petit peu son retour d'expérience. Bonne journée. Bonne journée. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis anesthésiste à l'hôpital de Seclin et l'idée c'est de vous présenter des petits moyens d'action pour mettre en place, pour appliquer en tout cas ces bons critères pour les certifications. Donc tout d'abord au bloc opératoire, nous avons besoin de ces protocoles d'antibioprophylaxie et il faut y travailler bien en amont, c'est-à-dire qu'il faut se créer un groupe de travail qui soit composé de tous les acteurs qui vont intervenir au bloc opératoire. Habituellement, c'est vrai que dans les Hauts-de-France comme en dehors des Hauts-de-France, l'habitude est que ce soit les anesthésistes qui gèrent l'antibioprophylaxie. C'est une tradition, c'est pour ça que notre société savante, la SFAR, a établi des recommandations. Ceci dit, les responsabilités sont partagées entre les intervenants chirurgiens ou médecins gastro-entérologues, par exemple, sont à mi-chemin entre l'anesthésie et l'intervenant. Donc il faut détailler ce protocole avec chaque spécialité. Quelles que soient les spécialités avec lesquelles vous travaillez dans votre établissement, il faut vous mettre en contact spécialité chirurgicale par spécialité chirurgicale pour voir comment adapter au mieux ces protocoles à votre établissement et aux pratiques de vos chirurgiens. Les recommandations sont relativement exhaustives, mais il y a peut-être certaines interventions qui ne sont pas bien détaillées et que vous avez besoin de détailler beaucoup plus en profondeur pour votre établissement. Il faut aussi impliquer les équipes paramédicales. Autant les IBOD, donc les infirmières de bloc opératoire, puisque c'est elles qui vont souvent faire le point sur la checklist, il faut les sensibiliser à l'importance du timing et de la réalisation d'une antibioprophylaxie si elle est justifiée. D'autre part, il faut impliquer les IAD, puisque quasiment systématiquement, l'antibioprophylaxie va être administrée par ces infirmiers anesthésistes, avant même la présence de l'anesthésiste en salle d'intervention. Donc, tous les intervenants IAD doivent être formés, sensibilisés à ces protocoles et à leur justification. C'est important de leur faire comprendre à l'ensemble des intervenants, y compris les collègues anesthésistes, que cette antibioprophylaxie est importante au niveau du timing et de la molécule pour couvrir au maximum toutes les bactéries entrant dans les infections de site opératoire. Ces protocoles peuvent dériver des recommandations si vous avez des particularités de chirurgie ou d'écologie. On sait que certains centres sont plus sujets à certaines bactéries résistantes, notamment les SARM, et il faut le refaire rentrer dans votre protocole si jamais c'est quelque chose qui soit important. Donc la formation des équipes et ce travail pluridisciplinaire est un des piliers fondamentaux pour faire appliquer une bonne antibioprophylaxie et des bonnes pratiques. Je vais vous présenter une façon de lever ensuite certains freins. Ça ne les lèvera pas tous, mais certaines petites actions vont permettre d'améliorer la prescription et la bonne utilisation des protocoles d'antibioprophylaxie. Tout d'abord, en consultation d'anesthésie, il est impératif que dans chaque dossier d'anesthésie, il y ait la mention de l'antibioprophylaxie, qu'elle soit adaptée ou non. Si elle est adaptée, il faut non seulement le nom de la molécule, mais aussi sa posologie, puisque les posologies varient selon notamment le poids des patients, leur indice de masse corporelle, il faut que ce soit bien expliqué. Donc pour que cela soit bien respecté, ce qu'on peut faire, c'est diffuser les protocoles parmi les professionnels et surtout mettre dans les bureaux de consultation d'anesthésie des affiches. Ça peut être des affiches, quelques formats A4 pour les interventions les plus fréquentes. Ça peut être aussi un porte-vue avec tout le protocole d'antibioprophylaxie qui puisse contenir d'autres procédures qui soient utiles en consultation d'anesthésie. Mais le fait d'avoir un document à portée de main va déjà aider à la bonne prescription sur la consultation d'anesthésie. Ce qu'on peut faire si on est informatisé, c'est créer un champ bloquant. C'est un peu enfantin, mais ça marche très bien. On ne peut pas fermer le dossier si le champ n'a pas été rempli. Donc déjà, ça va forcer les anesthésistes à ne pas oublier
de prescrire cette antibioprophylaxie. Ensuite, concernant les erreurs de posologie, pour savoir quelle est la molécule, on peut avoir un menu déroulant si le dossier d'anesthésie est informatisé, avec les posologies. Par exemple, la céphalosporine, un des antibiotiques qui est très fréquemment utilisé en antibioprophylaxie. On peut mettre céphalosporine 2 grammes, injection nivellante, par exemple. Et ensuite, mettre céphalosporine sur une autre ligne de ce menu déroulant, céphalosporine 4 grammes en cas d'obésité, ce qui permet de sélectionner dans cette case d'antibioprophylaxie la bonne posologie pour le bon patient. Et ensuite, toujours en consultation d'anesthésie, il faut qu'on ait fait des réunions au sein de l'équipe pour avoir expliqué à chacun des anesthésistes l'intérêt vraiment de prescrire cette antibioprophylaxie pendant la consultation d'anesthésie. Quand on a mis tout ça en place, on peut faire des audits internes, juste sur la consultation d'anesthésie, en prenant, comme le disait le docteur de Cohen, des dossiers, en faisant un petit audit interne, une trentaine de dossiers, voir quels sont les critères qui ont été remplis, et faire participer nos collègues à ces audits. On a toujours l'impression de faire bien, mais au fur et à mesure de la journée, 15 minutes par patient ou 10 minutes, au bout de 40 patients, il y a des erreurs, on oublie, ou alors on n'a pas fait attention, mais le poids était à 120 kg, le BMI était élevé, et on ne l'a pas bien prescrit. Donc, faire des audits, ça permet de mettre les choses à plat et de se dire que est-ce qu'on est toujours conforme à ce qu'on voudrait ou pas, et quels sont les points qu'on peut améliorer. Par la suite, au bloc opératoire, quelques petites idées pour lever d'autres freins. Effectivement, avoir des classeurs ou des porte-vues dans chaque salle d'intervention qui soient régulièrement mis à jour, ça permet de lever des doutes. Lever des doutes par rapport aux IAD, aux anesthésistes, aux IBOT qui pensent effectivement qu'il y a une antibioprophylaxie ou pas. Ça permet de mettre le point ou de lever les doutes pour toutes les professions par rapport à l'intervention qu'on s'apprête à faire. Ensuite, je pense que l'intérêt de cette consultation d'anesthésie avec la prescription qui est déjà notée, c'est l'administration de l'antibioprophylaxie dès l'arrivée en salle d'opération par l'IAD. Si vous fonctionnez avec des IAD ou en tout cas ou d'infirmières de bloc opératoire, c'est-à-dire qu'on pose la voie veineuse, l'antibiotique a été anticipé, préparé à la posologie qui a été prescrite. Et cette administration précoce permet de gagner du temps et donc de se rapprocher d'un délai conforme aux recommandations. Parce qu'effectivement, 30 minutes entre l'administration, c'est-à-dire la fin de perfusion, de cette antibioprophylaxie et l'incision, quand on a des chirurgies relativement courtes et nombreuses dans la journée, il faut aller vite. On s'aperçoit que régulièrement, les administrations sont à 20-25 minutes. C'est hors recommandation. On n'est pas très loin des 30 minutes, mais on sort des critères, des bons critères. Et plus on le met tôt, cet antibiotique, plus il aura eu le temps de diffuser et plus le risque d'infection de site opératoire sera maîtrisé. La checklist fait aussi partie des bonnes pratiques. Ça nous permet de remettre le point, l'accent en équipe sur « Ah, est-ce qu'on a fait l'antibioprophylaxie? Ah oui, justement, je ne l'ai pas encore faite, il faut que je la fasse maintenant. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas d'antibiotique à faire sur ce coup-là, donc on est bon. On peut démarrer l'intervention. » Donc ça fait trois autres actions qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer l'administration d'antibioprophylaxie au bloc opératoire. Et ensuite, pour convaincre, rien de mieux, encore une fois, que les audits internes. On a préparé la certification dans notre établissement. Je pensais que c'était un critère qui était finalement relativement facile à maîtriser, mais on s'aperçoit que certains jours ou sur certaines interventions, on est à 50% de bon timing d'antibioprophylaxie. Ça veut dire qu'un malade sur 2 a une antibioprophylaxie trop précoce. En tout cas, trop précoce dans notre établissement, puisqu'on avait un turnover assez important. Ça peut être trop tardif aussi. Donc, refaire des audits internes permet de mettre en avant des carences qu'on pourrait avoir, ou en tout cas de montrer ce qui peut être amélioré.
Voilà ce que je voulais vous raconter un petit peu de notre retour d'expérience à l'hôpital de Seclin sur les potentielles actions à mettre en place pour lever un petit peu tous ces freins au bloc opératoire. Merci. Merci beaucoup, docteur Journeau, pour toutes ces infos. En espérant que du coup, ça puisse aider les établissements et en donnant justement des pistes pour s'évaluer. Voilà, ça va vous donner quelques pistes sur l'évaluation et la préparation du coup à la certification. Encore merci pour ce retour d'expérience. C'est moi Alors, qui vais prendre, le c'est relais. ça. Oui, c'est ça. Il y a Christophe qui a répondu déjà non avec un point d'exclamation. D'accord, très bien. Donc, c'est à la question dans le chat. Donc, moi, je rebondis sur ce qui a été dit par le docteur Journeau, parce qu'effectivement, tu peux passer déjà à la suivante. Puisque l'antibioprophylaxie est vraiment un critère tout à fait essentiel dans la prévention des infections du site opératoire. Et c'est donc évidemment pas un hasard s'ils l'ont choisi comme critère impératif, avec la préparation cutanée qui est également très très importante. Donc il faut vraiment pas sous-estimer ça. Et je pense que ça a déjà été dit plusieurs fois, mais c'est vraiment souvent le cas. Et ce que disait le docteur Journeau juste avant, c'est on pense souvent qu'on fait bien. Enfin, c'est assez humain, hein. Mais finalement, quand on va creuser un peu, eh ben, on s'aperçoit qu'on fait pas si bien que ça. Et nous, quand on analyse, donc moi au CEPIAS, il arrive qu'on ait on intervienne pour analyser des cas d'infection du site opératoire à la demande d'un établissement. Très souvent, on retrouve des manquements, enfin des écarts en tout cas sur cette partie antibioprophylaxie. Et donc, c'est vraiment assez souvent retrouvé. Il y a parfois même des erreurs sur une molécule, une poso, hein, ça peut aussi arriver. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est cette histoire de délai et qui n'est absolument pas facile, hein. Enfin, je pense que du coup, le docteur Journeau a bien insisté dessus. C'est pas du tout évident, mais dans le flux des interventions, mais c'est vraiment très important. Si ça vous intéresse, il y a quelques chiffres au niveau, puisque le CEPIAS Île-de-France fait une surveillance donc nationale sur la base du volontariat. Et donc effectivement, c'est pas si mal que ça si on prend donc sur toutes les interventions donc qui ont été au niveau national, hein, 881 interventions qui ont été analysées, médiane 30 minutes, moyenne 33 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, ça va de 0 à 282 minutes. Donc 4h42 avant l'incision ou juste avant l'incision. Dans les deux cas, évidemment, c'est comme si le patient il n'avait pas eu son antibioprophylaxie, avec des conséquences possibles. Donc ça, je vais pas vous donner, le rapport est assez chargé, donc je ne vais pas vous partager plus que ça, mais il y a des chiffres très intéressants à voir de ce qui se passe ailleurs au niveau de l'ensemble du territoire. Donc voilà, je ne vais pas vous redonner tout le détail, hein, tout est sur la diapo, qu'il faut vraiment respecter le moment, la durée, évidemment la posologie et la molécule, en fonction des recos de la SFAR, mais bien sûr aussi en fonction ça a déjà été dit, hein, par plusieurs personnes, de votre propre écologie locale, de portage éventuel de bactéries particulières qui vous donnerait, ça se justifie à ce moment-là avec les experts visiteurs. Si vous ne respectez pas la recommandation de la SFAR, qui est une recommandation générale, c'est parce que vous avez une écologie particulière dans votre établissement qui justifie une antibioprophylaxie qui sort un petit peu des critères ou des interventions qui ne sont pas notées dans les recos. Donc bien sûr, comme ça a été largement dit déjà, hein, les anesthésistes ont un rôle pivot dans tout ça, mais ils ne sont pas tout seuls et il faut, selon votre organisation locale, vous allez vous appuyer sur vos infectiologues. Votre OH peut jouer un rôle, ça dépend vraiment des organisations de chaque établissement. Il faut en tout cas pas hésiter à faire ça de façon très collective parce que ça permettra que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et bien sûr, je vous ai remis en dessous que l'autre chose très importante, c'est le respect de la préparation cutanée, donc la vérification de la douche et traitement d'épidosité ou pas, enfin selon le cas échéant. Et bien sûr, après, il y a le respect de l'apport de la tenue. Enfin, il y a tout ce qu'il y a autour du bloc opératoire, tout le reste, hein, qui compte. Mais on n'était plus sur antibioprophylaxie aujourd'hui, donc j'insiste pas davantage. Alors, les experts visiteurs donc, vont évidemment s'assurer on le redit, hein, mais qu'il y a bien des protocoles. Et puis, par rapport aux anciennes versions, ils vont aller beaucoup plus, ils vont aller plus dans le vrai. C'est ce qu'a dit Christophe de Cohen tout à l'heure, mais ils vont avoir accès beaucoup plus au dossier quand ils font le patient traceur. Ils vont vraiment, c'est plus la vraie vie, c'est pas juste les protocoles évidemment, et c'est du coup plus
piégeux potentiellement, bien sûr, hein, puisque du coup, ils vont vraiment voir ce qui se passe dans les dossiers. Mais par contre, c'est beaucoup plus intéressant. On est vraiment sur quelque chose de concret et on est sur des critères qui correspondent vraiment à ce qui se passe dans les soins au quotidien. Donc je ne vais pas vous lire tout ce qui est noté sur ces fiches, de la HAS, mais vous pourrez retrouver tout ça dans les documents si vous les recherchez donc sur la liste de la HAS. Alors là, j'ai voulu, alors il s'agit absolument pas d'une liste exhaustive. J'ai proposé à Laurine, hein, de refaire un tour de documentation sur le site du REPIAS. Alors j'ai pas remis le site du REPIAS. Le site du REPIAS, c'est le site donc du réseau des surveillances nationales des CEPIAS et de l'ensemble des CEPIAS. Qu'on pourra vous redonner, hein, c'est préventioninfection.fr, et sur lequel il y a une base documentaire que vous pouvez consulter à tout moment, qui est très souvent mise à jour. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés, en particulier par date de document, type de document. Donc j'ai fait mon petit tour et je vous ai mis ce qui me semblait, en tout cas le plus récent et qui pouvait vous intéresser. Donc il y a la SFAR et la SF2H qui ont sorti ensemble un document assez récent sur la tenue vestimentaire au bloc opératoire, qui a, je crois, peut-être 2 ans, enfin en tout cas qui est assez récent. Il y a un certain nombre de CEPIAS qui ont produit des fiches. Alors, je ne sais plus lesquelles CEPIAS en l'occurrence. Je crois qu'il y a Grand Est, bio-nettoyage, antisepsie, tenue, circuit environnement et peut-être aussi Pays de Loire. Donc, toutes ces fiches sont consultables librement. Là, on vous a mis des liens, mais vous pouvez les retrouver sur le site du REPIAS ou nous les demander, hein, si vous avez besoin d'un document, quel qu'il soit, en prévention du risque infectieux. N'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à ce que vous avez trouvé, si vous êtes équipe opérationnelle d'hygiène. Si vous voulez un éclairage régional, vous pouvez tout à fait nous contacter pour la recherche documentaire. On est aussi là pour ça. En gestion des risques, il y a le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine qui a fait récemment des retours d'expérience en ophtalmie en particulier, qui est assez intéressant. Bon, qui sont des choses qu'on connaît déjà, hein, mais ça peut vous donner des idées pour travailler vous dans vos établissements. Et puis ils ont également produit un outil d'aide à l'analyse approfondie des causes d'infection du site opératoire. L'ASFAR, les recos, vous les connaissez, il y a une mise à jour qui est attendue en 2023. Je ne sens plus de détails sur à quel moment ça va sortir. Et puis le GPRI, qui est nos jeunes hygiénistes, hein, c'est le groupe, alors jeune au sens jeune dans la profession, pas forcément jeune en âge, c'est moins de 5 ans, je crois, dans la profession d'hygiéniste, qui sont très dynamiques et qui produisent beaucoup de documents et qui ont sorti des documents plutôt pour les patients sur infection du site opératoire, comment les éviter. Et il y a une version animée. Donc voilà, je vous ai mis ce que je pensais pouvoir vous servir, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, c'est pas exhaustif. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, Laurine. Merci beaucoup. Donc là aussi, hein, comme le disait le docteur Locher, si jamais vous avez besoin d'autres outils, n'hésitez pas à nous contacter à la fin de la diapo. De toute façon, on va vous indiquer nos coordonnées. On indique nos coordonnées, donc n'hésitez pas, même si c'est si c'est après coup, hein, si c'est dans quelques semaines, etc. C'est vrai que là, on va vous donner pas mal d'informations. Si jamais vous devez revenir soit vers nous, vers le CEPIAS, vers l'Omedit ou le CREIF, n'hésitez pas, ou même le docteur Journeau, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. J'enverrai un petit mail au docteur Journeau. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, n'hésitez pas. Alors, il y a une question, l'IMC chez la femme enceinte, en particulier pour césarienne, est-elle considérée avec ou sans le poids de l'enfant? Ah bah donc c'est bon, donc Christophe a répondu, donc avec le poids de Ouais, j'ai l'enfant, c'est le répondu, volume de Laurine, j'ai distribution répondu qu'à qui mon compte. avis, il OK, faut super. considérer le volume de distribution et c'est le poids réel. Si on commence à couper les cheveux en 4, ça devient compliqué, surtout en cas de césarienne et surtout en cas de césarienne urgente. Donc on se pose pas de questions et on met. Voilà. En dehors de Et je l'allergie. valide, Christophe. Et je valide bien, Christophe. Y a pas de Voilà, souci. merci, Karine. Merci. Alors ensuite, du coup, on passe au bon usage des antibiotiques. Je laisse la main, du coup, à mes collègues de l'Omedit. Oui, alors, comme on l'a déjà voilà, évoqué, les critères concernant l'antibiotique au niveau de l'assertif reprennent 3 critères. Le critère 2.312, qui est le critère impératif sur les antibioprophylaxies. Le critère 2.6 sur la pertinence de la prescription antibiotique argumentée et réévaluée.
Et le critère 2.209 qui est le recours. Alors ce critère, il est commun à beaucoup d'autres critères, celui d'avoir la possibilité de recourir à une expertise, qu'elle soit douleur, hygiène, et là pour le sujet qui nous intéresse, l'antibiothérapie. Diapo suivante, s'il te plaît, Laurine. Sur le critère en fait qui nous intéresse, le bon usage des antibiotiques, le 2.06, il va faire appel en fait aux traceurs ciblés. Et au niveau du questionnement des professionnels, on va devoir donc retrouver pour une prescription de traitement antibiotique une justification tracée explicitement. Le fait de pouvoir se référer à des recommandations locales pour l'antibiothérapie et pouvoir faire appel donc à un référent antibiotique, qu'il soit interne ou externe à l'établissement. Et on doit pouvoir retrouver des évaluations de cette pertinence de la prescription entre la 24e et la 72e heure. Donc les praticiens également bénéficient de formations à l'utilisation des antibiotiques. Ça, c'est pareil, hein, c'est un critère qu'on retrouve c'est un attendu qu'on retrouve sur les différents critères. Diapo suivante. Donc, on vous a résumé là les attendus et la vigilance spécifique qui est extraite donc de la fiche pédagogique PECM. Donc, une justification trace explicitement dans le dossier, une justification médicale pour tout traitement antibiotique de plus de 7 jours. Dans la mesure du possible, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même eu pas mal également d'indicateurs CAQES, que ce soit dans notre région ou dans les autres régions, qui ont appuyé ce point-là, à savoir essayer de générer une alerte pour permettre voilà, d'alerter les prescripteurs sur la révision de l'antibiothérapie, alerte visible par les différents professionnels, hein. Ça peut être également une alerte qui sera possiblement vue par les pharmaciens, les préparateurs et les IDE. Tout dépend en fait des types de logiciels que vous avez et des droits que vous allez mettre. On doit pouvoir retrouver l'accessibilité aux prélèvements microbiologiques et dans la mesure du possible, que ces prélèvements soient bien effectués avant prescription d'antibiotiques. Une formalisation des recommandations locales avec des références actualisées et la possibilité de se référer à un référent antibio qui soit interne ou externe, j'ai déjà dit. Des évaluations, des formations au bon usage pour l'ensemble du personnel appliqué et une information des patients et ou des proches, avec une vigilance donc spécifique sur tout ce qui est évaluation, réévaluation de la pertinence entre la 24e et la 72e heure et la notion de la durée de traitement de l'antibiotique. Donc, je vous ai fait en fait sur les diapos suivantes des zooms sur quelques outils. Le but n'étant pas voilà, de faire une liste à l'après-Var, mais qu'au moins vous vous retrouviez avec une liste outils. Vraiment, on est parti un peu sur un regard sur toutes les régions. Diapo suivante, s'il te plaît, Laurine. Donc encore après, merci. Donc vous retrouverez en fait tout sur la page Omédit dédiée que je vous ai indiqué là en haut dans le titre, donc la section liée aux antibiotiques. Donc bien sûr, vous allez retrouver les liens vers les fiches synthétiques à HAS et les 4 liens indispensables que sont la SPIF, le GILAR, l'antibiotique et l'antibiomalin. Donc ça, en fait, c'est un extrait de la page, voilà, c'était pour qu'on puisse éviter les jeux de partage d'écran. Donc, diapo suivante, s'il te plaît, Laurine. Donc, lien site-outil, comme je l'expliquais, SPILF, GILAR, antibiotique, antibiomalin, et on va aller un petit peu plus dans le détail sur la diapo suivante. Donc ici, le site GILAR qui va vraiment regrouper l'ensemble des recommandations antibiotiques du CH de Tourcoing. Donc, GILAR est disponible sur application gratuite, hein, mais également sur navigateur Internet, avec une vigilance particulière hein, sur le fait que le PDF, qui date de souvenir de 2019, n'est plus actualisé. Donc, vraiment partir sur les recommandations de l'appli ou du navigateur Internet. Vous retrouverez également les guides pratiques. On vous a mis également les liens en fait vers la SPILF avec donc la lettre info antibio qui reprenait déjà en mai 2021 toutes les recos SPILF HS qui sont parus un peu plus tard. Les liens également vers Antibiotique qui reste en fait un site accessible aux professionnels de santé. Donc il y a eu un focus il n'y a pas si longtemps sur toute la partie des infections urinaires. Là, ils ont refait une mise à jour plus sur les infections ORL. Et antibiomalin, bon là qui est normalement plus pour les professionnels de santé, mais
qui concerne également quand même pas mal, il y a eu une grosse campagne d'information auprès des usagers, auprès des patients. Mais là, ça concerne en fait principalement des infections de ville et ça va concerner essentiellement des antibiotiques à voie d'administration orale, sauf pour la basipénicilline et la ceftriaxone qui sont disponibles en ville. On a laissé également un lien site-outil sur les primos, sur les BMR, BHRE. C'est des fiches pratiques faites par les CEPIAS. Et donc là, on vous les a laissées en mode communication. Et je vais faire un focus un petit peu plus important sur sur un extrait actualisé. Dans le cadre en fait des précédents cafés rencontres, on avait réalisé avec nos homologues des autres médites un outil Google Sheet, donc que vous retrouverez toujours sur la même page, donc avec le petit mode d'emploi là que vous voyez à l'écran. Et pour l'organisation en fait de ce webinaire, on a fait un travail de mise à jour en partant de cette base-là, en filtrant en fait sur donc les critères 2.06 et 2.312, donc pertinence des antibiotiques et puis maîtrise des bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Et on est parti sélectionner l'ensemble des outils au jour d'aujourd'hui, donc à avril 2023, là où vous pouviez retrouver des aides sur vraiment le bon usage des antibiotiques. Donc là, je ne vais pas faire le lien, mais vous le trouverez sur la page qu'on a montrée tout à l'heure. Juste, je vous ai fait un petit extrait de 3-4, mais le principe, il est que vous pouvez filtrer sur le critère, vous pouvez filtrer sur le type d'outil que vous recherchez, sur bien sûr une recherche sur le titre, et vous avez les liens rapides, logiques, directs sur les documents correspondants, ou si pas, sur en fait, la section qui va récupérer en fait l'ensemble des outils. Et de ce fait, je voulais faire rapidement un focus sur la toute dernière fiche recommandations antibio qui a été faite par nos infectiologues de la région Hauts-de-France, donc antibiothérapie en EHPAD 2023. Donc elle est désormais mise à disposition. Donc c'est le flyer triptyque que vous retrouvez à l'écran qui est disponible sur le site GELAR, et donc je vous l'ai mis en lien rapide ici. Je vous ai mis également diapo suivante, à la fois le mémo durée d'antibiothérapie qui avait été fait par le CRATEB et Medqual des Pays de la Loire, donc qui reprend ni plus ni moins que les recommandations phares, mais sous forme de mémo pratique. Donc visuellement, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et nos homologues de l'Homédie de Pays de Loire ont réalisé en fait une grille de recueil, plus particulièrement sur la prise en charge des infections urinaires. Donc c'est le lien que vous trouvez là. Nos collègues de Nouvelle-Aquitaine ont travaillé sur des posters, ont travaillé sur des recos, mais plus sous forme de fiches mémo, pareil, antibiothérapie, SPILF, reco 2021. Donc on reste plutôt encore là sur l'antibiothérapie et non pas l'antibioprophylaxie. Parce que comme le disait Gwenaëlle, en fait, les recos ne sont pas encore parus. Donc les EPP qui existent et qu'on vous a mis dans l'outil, s'appuie encore sur les recos phares datant de 2018. Donc, on vous a mis les liens, mais il y aura sans doute une actualisation qui va arriver. Et là, je vous ai fait un focus également sur un EPP qu'a fait Homédite Grand Est pour venir topper les durées de traitement. On rappelle en fait aux recommandations toutes récentes là, de 2021. Donc, le PP, il est fait de telle manière que vous faites des audits, vous choisissez le nombre de dossiers que vous voulez faire et vous avez la liberté de mentionner la molécule, mais lui, ce qui vient topper, c'est en fait, c'est vraiment la durée par rapport à l'indication. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas de liste déroulante d'antibiotiques, c'est fait exprès. Le PP, il est vraiment centré sur le fait, est-ce qu'on tope bien la bonne durée des antibiotiques? Et donc ensuite, voilà, vous allez retrouver les outils SPHAR. Il y a des liens outils sur les antibiotiques et les allergies. Il y a des liens outils sur l'adaptation de l'antibiotique par rapport à l'obésité, également par rapport à la fonction rénale. Donc tout est dans le fichier Excel que vous avez vu en capture d'écran sur la diapo extrait outils actualisés et déjà téléchargeable dès aujourd'hui. À l'issue de ce webinaire, vous pourrez le récupérer et le consulter. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, c'est vrai que le professeur Faure disait GELAR est le site web du CREIF, donc certains protocoles de Tourcoing sont en ligne du coup sur le site directement.
Oui, alors peut-être que je peux compléter. En fait, oui, c'est le site web du CREF. Et sur Gilard, pour ceux qui connaissent, il y a de nombreux diaporamas, il y a aussi des synthèses de recommandations qui sont effectuées, qui sont mises en ligne, mais il y a aussi un espace dédié à chacun. Et donc, chaque établissement de santé peut mettre sur l'application téléphone, hein, parce qu'il y a une application téléphone qui a été développée. Donc, chaque établissement de santé peut développer son propre espace et y mettre ses propres protocoles. Donc, c'est ce qui est intéressant parce que ça permet d'avoir un accès facilité aux protocoles d'antibiothérapie qui auront été élaborés pour l'établissement, tout en conservant l'accès à tous les documents qui existent sur le GILAR. Merci beaucoup. Et il y a Gwenaëlle qui complétait qu'Antibio Malin est le site à conseiller aux patients si du coup ils se posent des questions sur leurs antibiotiques, les infections, etc. C'est vraiment, effectivement, hein, c'est vraiment le site de référence plutôt sur le versant grand public, mais c'est pas inutile de savoir, vous du côté professionnel, voilà, pouvoir donner parce que maintenant vraiment la nouvelle stratégie nationale, elle se veut vraiment complètement, enfin c'est pour tout le monde la prévention des infections, et donc du coup si les gens se posent des questions, il ne faut pas hésiter à les orienter vers des sites qui existent et où ils pourront se faire aussi leur propre culture sur l'importance de l'antibioprophylaxie, de l'hygiène, etc. Alors merci beaucoup du coup à tous. Donc pour résumer, du coup, on a bien 2 niveaux. Donc on a vu du coup en détail, hein, on a essayé de répondre au maximum sur l'évaluation de ce critère impératif, les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie. Donc 2 niveaux, vraiment poursuivre votre dynamique d'évaluation en interne avec du coup une évaluation continue, comme le disait le docteur Journeau, hein, des évaluations, des audits internes, etc. De la thématique, donc selon votre programme annuel d'évaluation qui est défini dans votre établissement. Et ensuite, du coup, il y aura la venue des experts visiteurs avec l'évaluation externe lors de l'assertif. Et donc, ne pas oublier, comme disait le docteur De Cohen, qu'au cours de la visite, les experts visiteurs ont la possibilité d'ajouter une nouvelle évaluation au programme qui est initialement prévu en fonction des observations du coup des experts visiteurs pour confirmer une pratique, une problématique identifiée. Donc, bien vous approprier les résultats des EPP pour améliorer vos pratiques, vos organisations. Donc voilà, on a voulu vous donner du coup les outils, les principales méthodes d'évaluation qui sont réalisées en établissement, et ensuite également le retour du docteur De Cohen, donc en tant qu'expert visiteur, vous permet aussi de voir un petit peu ce que les experts visiteurs vont aller chercher, les incontournables, le jour de l'assertif. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais répondre à la dernière, Laurie. Ok, Oui, merci je Christophe. trouve que c'est un peu stupide. Voilà, après, dans les experts, vous avez tout, hein, vous avez, voilà, moi, si je vois 25 à la place de 30, je vais simplement dire, bon, vous n'êtes pas tout à fait dans les clous, mais bon, voilà, je le sais, puisque je suis moi-même anesthésiste réanimateur, je fais beaucoup de chirurgie très lourde, mais ça m'arrive aussi de faire des bricoles. Et quand on fait des bricoles sur des blocs qui tournent très vite, c'est très, très compliqué d'être dans les bons délais. Donc, on a le droit aussi d'être un petit peu à côté. Maintenant, si tous les dossiers sont à côté, il y a un problème. C'est ça la différence. Si c'est sur un dossier, bon, voilà, ça peut s'expliquer. Maintenant, 25, 30 minutes. Alors, pourquoi les experts, ils ont dit 30 plutôt que 25? Il y a aussi une grosse discussion chez les experts là-dessus. On ne sait pas. On a du mal à aussi, je ne sais pas si Karine, elle approuvera ce que je vais dire, mais on a aussi beaucoup de mal à dire est-ce que c'est 20 minutes, est-ce que c'est 25, est-ce que c'est 30, est-ce que, voilà. En fait, l'idée là-dedans, c'est de ne pas faire l'antibioprophylaxie une fois que l'intervention a démarré. Déjà, c'est le premier point. Une deuxième fois, c'est pas de la faire juste avant qu'elle démarre ou juste avant qu'on gonfle un garrot, par exemple, en orthopédie, parce que là, on sait qu'on n'est pas bon. Maintenant, plus on va se rapprocher des 30 minutes, et meilleur on sera. Bon, voilà, après, c'est tout le problème de l'équipe d'experts visiteurs qui vient, voilà, il y a encore de l'humain, il y a encore de l'appréciation. Alors, ils ont peut-être reproché parce qu'ils en ont peut-être vu plein où c'était à côté aussi. Voilà, c'est ça le truc. Si à chaque dossier, on voit qu'on n'est pas dans la cible, il y a un problème. Si maintenant, dans des dossiers où on sait qu'on peut être à la cible facilement,
je vais prendre la fracture de hanche parce qu'on sait qu'il y a un temps d'installation, donc on peut le prévoir, et on a entre 30 minutes et 60 minutes. Bon, cette intervention-là, on doit être dans la cible, quoi. Voilà. Si on n'est pas dans la cible, ça veut dire qu'il n'y a pas un travail de fait sur l'antibioprophylaxie. C'est aussi ça que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas un travail de fait sur l'antibioprophylaxie dans l'équipe. C'est-à-dire que les gens ne sont pas sensibilisés. Ça va jusque-là. C'est ça aussi que ça veut dire, hein. Voilà. Merci Christophe. Alors, il y avait également, lors de votre inscription, vous pouviez du coup poser vos questions pour réaliser du coup une petite foire aux questions à la fin du webinaire. Je vais peut-être laisser mes collègues sur chaque question y répondre en fonction de vos spécialités. Donc, la première question, c'était comment organisez-vous l'évaluation des pratiques professionnelles sur l'antibioprophylaxie? Juste pour vous dire, il y a des questions qui ont été posées, mais sur lesquelles, du coup, on a répondu directement sur le diaporama. Du coup, on n'a pas repris ces questions, hein, quand la réponse était, du coup, dans le diaporama, on n'a pas repris tout ça. Celle sur la rupture des os, là, la poche des os, donc à partir de quel délai je dois refaire l'antibiothérapie? Quand vous avez une rupture des os, vous devez avoir un protocole normalement, parce que là, on n'est pas dans l'antibioprophylaxie, on est un peu plus que ça, dans l'antibio-prévention réelle. On est dans l'antibiothérapie, Donc en vous fait. avez Hein. toutes les 8 heures, si ma mémoire est bonne, puisque c'est en règle générale de l'augmentin. Voilà. Et pareil, en cas d'hémorragie et de manœuvre interne, ça me paraît évident qu'il est nécessaire de faire une prévention le plus tôt possible et puis de la poursuivre. Du coup, on est dans de l'antibiothérapie, hein, Christophe, tu as raison, Voilà, ça s'appelle l'antibio-prophylaxie, donc il faut bien faire attention à ne pas confondre les deux. Et s'il y a des difficultés, parce qu'il y a des recommandations là-dessus, mais s'il y a quelconque difficulté sur des questions de ce type-là ou la rédaction de protocoles adaptés à l'établissement et aux pratiques, il y a le référent antibiotique qui est votre interlocuteur de proximité. Ou alors, il y a des centres de référence ou centres de recours. Et typiquement, pour ces questions-là, par exemple, à Jeanne de Flandre, il y a des protocoles qui sont rédigés et qui sont largement partagés. En fait, il suffit d'en faire la demande, soit directement à l'obstétricienne qui s'occupe des protocoles à Jeanne de Flandre, soit à l'équipe d'infectiologie du CHU de Lille. Il ne faut pas hésiter à solliciter les personnes du réseau pour obtenir des protocoles et surtout ne pas rédiger des choses qui existent déjà si elles sont parfaitement adaptées à vos pratiques, parce qu'on perd du temps et l'objectif, c'est vraiment de mutualiser le plus possible. Et vous voyez bien que les centres régionaux d'expertise et d'appui font beaucoup de promotion des outils, parce qu'il est complètement inutile et c'est une perte de temps que de vouloir tout réécrire quand on nous propose des outils qui sont adaptés. Tout à fait, il faut apprendre à travailler ensemble. Hein. Merci beaucoup du coup pour la réponse. Du coup, les questions qui s'affichent, on a déjà répondu. Enfin, il me semble que l'organisation de l'évaluation, elle était quand même largement détaillée par le docteur Journeau, je ne veux pas dire de bêtises. Et puis en dessous, il a déjà répondu, Christophe, dans le chat, sur le fait que non, ça ne pouvait pas se substituer. Enfin, que c'est pas, le protocole interne ne suffisait pas. Et après, bon, voilà, il y a beaucoup de questions il y a une question, on retombe dans des questions qui sont très spécifiques. Le webinaire n'est pas là justement pour y répondre directement, mais par contre, dans le webinaire, vous avez la stratégie pour y répondre. Là, quelqu'un pose la question des salpingectomies par célioscopie. Faut-il une antibioprophylaxie? Eh bien, en équipe, vous vous réunissez, vous regardez les recommandations, vous appelez éventuellement les centres de recours, et puis vous pouvez trouver une réponse. C'est ce qu'a dit Karine. Vous faites appel à votre infectiologue, et dans votre environnement, dans le type de salpingectomie que vous faites, dans votre écologie, vous trouverez une réponse qui sera peut-être un protocole qui sera venu de centre expert ou peut-être un protocole d'un centre expert qui sera
adapté à votre propre situation. C'est ça le travail de l'assertif. C'est pas prendre clé en main des recettes de cuisine, c'est effectivement avoir une base, des recommandations, un socle très fort sur lequel s'appuyer, l'adapter en travaillant en équipe et c'est la meilleure façon en travaillant en équipe de faire l'adhésion de tout le monde en disant bah, on a travaillé ensemble, voilà ce qu'on doit faire chez nous. Voilà. Bah, sur la question suivante, Merci après moi je veux bien Christophe. ouais, mais on peut que renchérir sur ce que dit Christophe de toute façon, je crois, tous autant qu'on est. Sur cette question-là, moi je veux bien en dire un mot, mais tout le monde peut donner son avis. Quels sont les rôles de chacun? En fait, ça dépend vraiment de vos organisations, en fait. Enfin, moi, voilà, ça dépend de la taille de l'établissement, des ressources, de qui vous avez dans la maison, en fait, hein. On a parlé vraiment des anesthésistes, évidemment, mais ça dépend vraiment des établissements. Enfin, je sais pas si les autres veulent rajouter quelque chose, mais il peut y avoir des pharmaciens très investis, des EOH très investis. Ça dépend des... Oui, effectivement. Je pense que, comme tu le disais, pour l'élaboration des protocoles, il faut faire rentrer le maximum de personnes qui puissent avoir des connaissances, que ce soit l'hygiène ou l'infectiologue si on en a un, le pharmacien. Et pour le rôle au bloc opératoire, il doit être écrit dans la procédure d'antibioprophylaxie qui injecte la molécule. Traditionnellement, c'est l'anesthésiste qui le fait injecter par l'IAD ou qui l'injecte lui-même, mais la responsabilité, encore une fois, est partagée 50% anesthésiste et 50% opérateur. Merci, docteur Journeau. Ensuite, pareil sur... Ouais. Du coup, je peux peut-être répondre à la deuxième question en même temps. Comment est-ce qu'on fait? C'est très délicat. Ce que je proposais de prescrire l'antibioprophylaxie dès la consultation d'anesthésiste, ça veut dire déjà y avoir réfléchi, mais en plus, si vous avez des IAD dans les blocs opératoires, ils ont une prescription écrite pour le patient. Donc, ils ont la possibilité de l'injecter sans que vous soyez présent. Et dans ce cas-là, on prépare l'antibiotique et on perfuse directement l'antibiotique au lieu de perfuser une solution saline, par exemple, ou un cristalloïde. Et on peut se rapprocher de ce délai des 30 minutes. S'il y avait une petite question en disant, si on marque dans la consultation d'anesthésie, selon protocole, pour moi, c'est pas optimal. Parce que selon le protocole, oui, bien sûr, hein, tout le monde selon le protocole, mais en général, quand on marque ça, c'est qu'on ne connaît pas le protocole. Et en plus, l'IAD qui va recevoir le patient en bloc opératoire va dire oui, selon le protocole, mais moi, je ne sais plus ce que c'est le protocole, je ne sais plus où il est. Ah bah oui, ça, c'est effectivement, comme on parlait des stéloscopies, c'est de la diagnostic, donc il n'y a rien à faire. Et l'anesthésiste arrive à dire non, c'est de la chirurgie, donc il y a quelque chose à faire. Donc pour moi, si on veut respecter ce délai et que l'antibiotique soit fait dès le départ, c'est le prescrire pendant la consultation d'anesthésie. Merci beaucoup pour ces petites pistes, du coup, pour mettre en place ce délai d'administration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me répète, hein, mais n'hésitez pas, c'est vrai qu'on vous a donné du coup pas mal d'infos. Il y a pas mal d'infos également sur le PowerPoint. De toute façon, on vous enverra le PowerPoint donc suite au webinaire. Mais si jamais vous avez des questions, même si c'est dans quelques semaines, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir d'y répondre sans souci. Et juste, on voulait vous rappeler qu'il y a différents webinaires qui ont été réalisés, notamment avec le MEDIT et le CEPIAS. Donc, je vous ai remis un petit peu les titres. Avec le MEDIT, on avait fait donc, de manière générale la nouvelle certification et la prise en charge médicamenteuse. Donc, c'était vraiment sur les grandes généralités. Et ensuite, on a fait des focus. Donc, un webinaire sur les médicaments à risque, donc sur le critère impératif. On a fait un webinaire sur la prescription médicamenteuse et la conciliation. On a fait également un webinaire sur la dispensation, l'approvisionnement, le transport et le stockage des produits de santé. Et ensuite, on a fait un webinaire sur l'administration des médicaments. Et avec le CEPIAS, du coup, on a réalisé 2 webinaires sur la prévention des infections associées aux soins. Donc, toutes les présentations sont disponibles, les replays également. Donc, je vous ai remis le lien pour les retrouver sur notre site internet. Mais donc, n'hésitez pas si vous avez besoin.
Je vous remets ensuite du coup nos coordonnées, donc les coordonnées au niveau de l'Omedit, du CEPIAS, du CRAIF, donc n'hésitez pas, hein, il y a les numéros de téléphone, les adresses mail et les liens vers les sites internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Cynthia a envoyé du coup en réponse chez l'enfant, donc en pédiatrie, la posologie, Oui, donc Cynthia a oui, envoyé sauf un guide de prescription. qu'en fait, il date de 2016, hein, donc attention par rapport aux parutions recommandations de 2021. Et là, j'ai pas ciblé la pédiatrie, en fait. C'est vrai que celui-là, je l'avais pas mis au départ dans le tableau parce que justement, il n'était pas actualisé. Je suis restée vraiment sur les choses les plus actualisées, sauf sur les critères antibioprophylaxie où j'ai gardé quand même pour que vous ayez des trames de PP et des trames en fait d'audit. Mais dès que c'est des recommandations SPAR bougeront, je pense qu'il y a 2 EPP qui vont très vite être modifiés et adaptés en conséquence. Il y a le PP Ranch en fait de Pays de Loire et il y avait un EPP qui était fait aussi en Centre-Val de Loire et en Normandie. Celui de Centre-Val de Loire n'est plus disponible justement, donc ils vont être retravaillés sous peu. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. On espère vous avoir un petit peu éclairé, vous avoir donné quelques pistes du coup pour vous évaluer en établissement. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation en ce début d'après-midi. Et puis, on reste disponible si vous avez besoin. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au revoir.